9h18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde spécial primaire donc de la droite et du centre ce soir avec l'écrivain Philippe Besson. Bonsoir. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Avec le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Avec le directeur adjoint du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe Buisson. Bonsoir. Et Nicolas Domenac. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Matin, midi, soir, vous dormez ici. Un finish digne des plus belles remontées des 24 heures du Mans que le pilote amateur affectionne particulièrement, donné il y a 15 jours autour de 10% à 30% samedi matin. François Fillon frôle donc l'élection dès le premier tour, 44,2% des voix. Depuis hier, Droupi ou Mister Nobody, selon les surnoms, enregistre des soutiens de toutes parts, ou le principal collaborateur. Il est donné favori pour défendre les couleurs de la droite en 2017. Alors, cette chevauchée fantastique de François Fillon vous surprend-elle? C'est la revanche donc du collaborateur. On commence par ça sur les réseaux sociaux. Benoît Gadret, oui, bonsoir. Bonsoir. Après le Brexit et Trump, Fillon, mais c'est l'année Kinder Surprise, s'écrit Rosa. Un remake du CAF se rebiche pour Dimitri, Poulidor, maillot jaune. Un basculement que certains sondeurs avaient commencé à effleurer sans pourtant en augurer l'ampleur qu'ont cette challenge. Moi, je pensais pas que Fillon il allait autant s'affirmer après le traumatisme que Sarko lui a fait subir, mort de rire, Ricard Sema. C'est surtout une revanche sur Copé, qui lui avait volé le parti, estime Daniel. Moi, c'est la revanche des vieux de province, la France des retraités peureux, centrés sur leur famille, accrochés à leur patrimoine, tacluet. Même les Britanniques de The Independent tweetent leur étonnement. Ils pensaient que l'opinion tenait majoritairement l'ancien Premier ministre pour politiquement has-been. Eh bien non, rétorque Hélène, cette grande surprise rétablit la rencontre entre un homme et un peuple, la primaire opérant comme une révélation manifeste. Il semble qu'à gauche comme à droite, pour les primaires, les gens aiment ceux qui partent de loin, remarque Sébastien. Martin n'est pas d'accord avec cette image de Mister Nobody. Et il voit plutôt une fausse vierge qui a validé toutes les turpitudes de Sarkozy sans broncher et doit tout à l'amnésie des électeurs. Et fait enfin un rappel que rien n'est fait pour dimanche prochain. Ceux qui vont enfin lire son programme vont être choqués sur le plan sociétal. La revanche n'est pas acquise si les fameuses voix de gauche se portent sur Juppé. Alors le programme, on en parle dans un instant, évidemment. Programme conservateur, ultralibéral. Jean-Luc Manot, est-ce que vous pensez que c'est joué pour dimanche? C'est même pas la peine d'aller se déplacer. Bon, je vais prendre une assurance quand même, comme dans certains jeux de cartes, parce que on a tellement dit, on a tellement commenté des choses qui paraissaient assurées et qui à l'arrivée ne se sont pas réalisées, qu'il faut être prudent en disant que c'est effectivement, il y a une logique dans un deuxième tour de nouvelle élection. Tant sur le papier, c'est extrêmement difficile. On a rarement vu un candidat ayant dépassé les 43, 44% être battu. La seule référence, j'hésite à la donner, elle est un peu désobligeante pour François Fillon, c'est Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen lors des régionales, qui ont réussi à réorganiser un mouvement contre elle suffisant pour les battre. Bon, il n'y a pas d'exemple vraiment où ça se situe, donc a priori sur le papier... Il est assuré, ou quasi, quoi. Il a gagné, mais prenons l'habitude, à ce micro, comme dans beaucoup d'autres, d'avoir un minimum d'humilité, parce qu'on s'est, les uns et les autres, pas mal trompés, en tout cas, dans certaines proportions. Mais vous croyez pas, puisqu'il y a quand même quelque chose qui semble net, c'est que les électeurs semblent vouloir faire démentir les prévisions. Maintenant qu'il est donné gagnant, les électeurs, juste pour dire c'est nous qui décidons, inversent les choses, non? Je suis pas sûr que ce soit un jeu aussi il y a un peu de ça. Aussi drôle. Non, je crois peut-être pas. pas drôle, mais non, je crois pas qu'il y ait des jeux tactiques. Il n'y a pas des jeux tactiques de cette nature, et surtout au deuxième tour quand il vous reste plus que 2 candidats. Mais non, voilà, moi pour le coup, je vais pas prendre d'assurance ou pas prendre de joker et peut-être me montrer pas humble, mais pour moi c'est plié de chez plié, et c'est dans les grandes largeurs en plus. C'est-à-dire que il fait 44%. Je vous rappelle que Hollande en 2011, dans la primaire de gauche, avait fait 39 au premier tour. Il a fini avec 56 au deuxième, là il part déjà à 44, et il a le ralliement d'à peu près tout le monde, et en tout cas du poids lourd du troisième homme, qui pèse quand même 20% des suffrages. Donc on voit mal la dynamique, plus les ralliements, plus de là où il part, comment la victoire lui échapperait. J'ajoute que vraisemblablement Alain Juppé au premier tour a bénéficié d'une part importante d'électeurs de gauche, puisqu'on dit que 600 à 650 000 électeurs de gauche sont allés voter, qu'ils ont voté très majoritairement pour lui. Je ne pense pas que ces électeurs de gauche se déplaceront autant en masse, c'est le moins qu'on puisse dire, au deuxième tour. Donc en plus, mécaniquement, lui va perdre des électeurs. D'ailleurs, il y aura sans doute beaucoup moins d'électeurs au deuxième tour qu'au premier. Donc la somme de tout ça fait que je pense qu'on peut s'attendre à une déferlante Fillon dimanche prochain, oui.
Oui, Jean-Christophe. Il y a une mécanique mathématique indubitable. Il ne faut pas oublier aussi que Nicolas Sarkozy, qui pèse quelques 800 000 voix ou 700-800 000, a appelé à voter pour Fillon et qu'il y aura au moins la moitié de ces gens-là qui voteront. Il y en aura peut-être 1 ou 2% qui voteront Juppé. Donc, mécaniquement, mathématiquement, c'est fait. Mais en plus, politiquement, parce que pourquoi Fillon est à ce score-là? C'est parce que Fillon, le programme de Fillon, les idées de Fillon, le tempérament de Fillon, la personnalité de Fillon est en adhésion avec ce que sont les électeurs d'une primaire de la droite et du centre. Oui. C'est là où Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se sont trompés. Alain Sarkozy, il a fait une campagne de premier tour de présidentielle. Nicolas Sarkozy. Il a fait une campagne de premier tour d'élection présidentielle en allant au peuple, en pensant avoir lu dans Patrick Buisson qu'il fallait aller au peuple pour gagner les électeurs de droite. Oui, parce que ces électeurs de droite sont beaucoup partis au Front National, mais ça c'est pour le premier tour de la présidentielle. Quant à Alain Juppé, il a fait une campagne de second tour de présidentielle de rassemblement. Fillon, il a fait un calcul simple, il a dit le peuple de droite c'est majoritairement petite, moyenne, grande bourgeoisie de province. Donc il a fait un programme et une campagne qui correspond à cet électorat-là qu'on ne connaissait pas puisqu'il n'avait jamais eu de primaire. Il a fait ce pari-là. Je vous rappelle que c'est lui qui voulait cette primaire en échange de céder la présidence de l'UMP des Républicains à Copé. Il a dit d'accord, mais on fait une primaire. Donc ça, il a mûri depuis 3 ans. Donc sa victoire a une certaine logique de ce point de vue-là. Ça veut dire que, Nicolas Damenac, le débat de jeudi, d'entre-deux tours, Juppé, Fillon, il faut rien en attendre? Si, d'abord parce que les combats les plus désespérés sont les plus beaux, comme chacun sait. Ouais, c'est vrai. Enfin, ensuite... Ça, c'est un homme de gauche qui dit ça. Ensuite, parce que... Qui s'y connaît en combat désespéré? Actuellement, enfin, demain peut-être. Ensuite, parce qu'on a connu un Juppé dans la verticalité immobile. Et au fond, qui était une surface de projection de la relève de la fonction présidentielle qu'on attendait. Il a été débordé par, au fond, un homme tranquille qui avait, lui, une verticalité en mouvement ralenti. Donc, il l'a pas vu passer, mais si Alain Juppé se mettait en mouvement, tout peut arriver. Je veux dire, ça aussi. Et si non, mais ça sera peut-être un beau voilà, ça pour finir un beau mouvement. Oui, mais alors là où j'ai un point de désaccord avec ce qui vient d'être dit, c'est que je ne suis pas sûr que François Fillon soit au point d'équilibre de la droite. On n'a pas regardé de presse qui proposait encore. Tout glissait sur lui. Dire rien n'était. Je crois pas du tout qu'il a été élu au premier tour aussi massivement en raison de son programme. Ah, si, moi je pense que si. Absolument. Parce que si vous voulez bien, on va en parler. Si vous voulez bien terminer. Si on regarde bien les enquêtes qui avaient été faites avant ce vote sur les propositions de la droite, elles n'étaient absolument pas soutenues par l'électorat de droite, notamment économique, mais aussi sociétal. Donc, quand on va accrocher le débat, je veux dire, François Fillon ne sera plus ce personnage lisse sur lequel rien ne prenait. C'est vrai qu'il y avait un côté lisse, indiscutablement, mais je crois qu'il y a des moments où je suis pas complètement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Il y a des moments où la sociologie rencontre la politique. Et ce résultat, c'est la sociologie de la droite française. Absolument. Elle nous apprend deux choses. La première, qui est plutôt de mon point de vue assez rassurante, c'est qu'elle est beaucoup plus conservatrice qu'elle n'est populiste. Et que donc la tentative populiste de Nicolas Sarkozy a échoué, pas seulement pour ça, mais aussi parce qu'il était dans une démarche populiste, et que c'est pas la même chose que le conservatisme. Et que la deuxième raison, que de mon point de vue moins souriante, mais que d'autres peuvent approuver, c'est que la droite dite de province, je dis ça sans mépris, sans le mépris qui accompagne d'habitude ça, mais en sociologie, la droite de province, la droite des Lodènes, la droite qui va à la messe, la droite du triple collier de perles, eh bien... Là, le mépris affleure un peu. Non, il n'y a pas de mépris, il y a juste que c'est pas... La province, c'est Lodène et... Non, j'ai pas dit ça. Non, je viens de les mettre avec des virgules, ça existe. Et comme vous êtes assez bon en littérature, de savoir que ça ne veut pas signe d'égalité. Je dis qu'il y a une droite, effectivement, des Lodènes, il y a une droite du triple collier de perles. Moi, j'ai été voté à Paris, j'ai vu ce que ça donnait. Je peux vous dire que cette droite-là, elle existe et qu'elle était représentée. Et puis, il y a par ailleurs, sociologiquement, une droite de la bourgeoisie de province, ça n'a rien de désagréable, qui est une catégorie en tant que telle et qui est respectable. Et cette droite-là, elle existe. D'ailleurs, si vous regardez les parce que l'autre n'est pas respectable. Mais si vous regardez les bureaux de vote, vous voyez bien que c'est dans les bureaux les plus populaires que Sarkozy fait ses meilleurs scores, et c'est dans les quartiers les plus bourgeois que Fillon fait ses meilleurs scores. Je veux juste expliquer ça, ça n'a rien d'insultant. Alors, justement, la guerre l'insultant, c'est de résumer une certaine bourgeoisie au port de Lodène et de collier de perles. Je comprends pas comment. Non, j'ai dit que c'était une catégorie, ça existe les sous-catégories. Et la guerre des deux droites, on en débat dans un instant. Droite Thatcher contre droite Chirac. Question de société, il a des positions conservatrices
conservatrice. Il devra en clarifier certaines. Vous avez entendu tout à l'heure sur RTL Nathalie Kosciusko-Morizet à propos de François Fillon. La candidate éliminée rallie donc Alain Juppé. Ultra-libéral en économie, conservateur sur les questions de mœurs. C'est le programme de François Fillon qui s'oppose à des réformes économiques plus prudentes et à l'identité heureuse défendue par Alain Juppé. Alors la guerre des droites est-elle déclarée entre le duc d'Aquitaine et le chevalier de la Sarthe sur les réseaux sociaux, Benoît? Bah oui, il ne reste que 2 lignes, puisque Poisson n'est qu'à 1,3%, comme dans le Surimi, remarque Kellogg's. Et que Copé, même Carla Bruni a plus de voix que Jean-François Copé, constate Marie. Les Français rêvaient de ce duel Juppé-Fillon. Eh bien, c'est fait, écrit Yves-Marie. Un rêve pas pour tout le monde, en tout cas. L'électorat de droite a voté pour la restauration de la fonction présidentielle, assure Renaud. Après, on note des différences. En effet, Juppé et Fillon, ce sont 2 droites conservatrices, mais celle de Juppé est plus ouverte sur les différences, résume Mortez. Il n'y a pas 2 droites du tout, il y a juste un centriste, Juppé, face à un mec de droite, un vrai, écrit Nicolas, ce qui ne rassure pas la gauche. Les électeurs voudront-ils réellement de la purge libérale et de la régression néoconservatrice de François Fillon, demande le député PS Olivier Faure. Et Quentin de Listé, pro-austérité, pro-Poutine, pro-Assad, anti-LGBT, anti-fonctionnaire. Va falloir être bon pour convaincre la gauche de voter Fillon contre Marine Le Pen. Même un soutien de NKM confié à Jean-Baptiste Marteau. Si c'est Fillon et la manif pour tous aux portes de l'Elysée, on votera Macron l'année prochaine. Fillon président, c'est le début de gros sourcils, prévient Domi. Serge se moque, Balladur soutient Fillon et Chirac soutient Juppé. On voulait éviter la revanche de 2012, on se tape la revanche de 1995. Chapeau les artistes. Dans tous les cas, ces 2 droites ne peuvent gagner que l'une avec l'autre, conclut Corentin. Philippe Besson, tout à l'heure, Manuel Valls disait, vous l'avez entendu, la France n'a pas besoin des solutions ultralibérales et conservatrices. Peut-être que si, finalement, vu comment elle vote hier. A priori, elle a l'air de les vouloir, puisqu'elle s'est déplacée massivement et qu'elle a apporté ses suffrages à celui qui les défend, donc ces valeurs-là. Donc, il n'a pas forcément raison, le Premier ministre, ce ne serait pas la première fois qu'il aurait tort. Mais la guerre de 2 droites, ça me paraît un peu manquer de nuance. C'est-à-dire que je veux bien admettre que sur le plan sociétal, par exemple, il y a des vraies différences, évidemment, je vais revenir, entre Alain Juppé et François Fillon. Sur le plan économique, c'est du thatchérisme, ça dépend où on place le curseur, mais c'est juste un problème de curseur, parce que je vous rappelle quand même que, grosso modo, ils veulent supprimer tous les 2 les fonctionnaires, 200 000 pour Juppé, 500 000 pour... c'est pas tout à fait la même chose. La même chose. Excusez-moi, mais... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ensuite, on dit qu'on veut baisser les dépenses publiques. D'un côté, c'est 100 milliards, de l'autre côté, c'est 90 milliards. D'un côté, on dit il faut travailler 39 heures, de l'autre, on dit 38. D'un côté, on dit il faut augmenter la TVA à 21, de l'autre côté, on l'a dit à 22. Donc, on est quand même un tout petit peu dans l'épaisseur du trait par moment. C'est-à-dire que... presque comme Macron, quoi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que il y a donc une version... c'est de l'ultralibéralisme. Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a une différence de curseur sur le plan économique entre Fillon et Juppé. Par ailleurs, on a bien compris qui étaient les gagnants et les perdants dans cette affaire-là. Dans les gagnants, on voit bien qu'on a les patrons, puisqu'on leur dit on baissera vos charges, on baissera votre impôt, vous débarrasserez de 35 heures. Les patrons, c'est ceux qui font travailler les gens. Et de l'autre côté, les perdants, on peut en parler, les salariés, parce que eux, ils pourront travailler 48 heures par semaine, ils prendront leur retraite plus tard, les emplois aidés, parce qu'on les supprime, les chômeurs, parce que leurs allocations seront dégressives, les profs, les infirmières, les policiers, parce qu'il y en a 500 000 d'entre eux qui disparaîtront. Les gagnants, on sait aussi, les riches, puisqu'on supprimera l'ISF, et les moins favorisés seront un peu plus parce que c'est 2 points de TVA en plus. Non mais Donc, en tout cas, on le sait. En revanche, on fera la société après. D'accord, très bien. Mais sur l'économie, Jean-Christophe, vous trouvez que c'est une caricature? Non, mais c'est caricatural. En plus, pardon, les patrons, c'est ceux qui créent des entreprises jusqu'à preuve du contraire, des vrais emplois et pas des emplois aidés qui coûtent de l'argent aux autres citoyens qui payent des impôts. Donc, excusez-moi, mais ça me semble pas une purge ultra-libérale comme on a l'habitude. Moi, je voudrais qu'on m'explique un jour, mais peut-être que Nicolas va me l'expliquer, la différence entre le libéralisme et l'ultralibéralisme. Parce que moi, j'ai l'impression que dans ce pays, on n'a jamais pris vraiment de méthode libérale pour changer quelque chose dans ce pays. C'est pour ça que quand on dit que Fillon est conservateur, moi, ce conservatisme-là, en termes d'économie, j'appelle ça, il a un côté révolutionnaire, c'est-à-dire on renverse la table. Effectivement, il annonce la couleur. Il dit, ça va être très dur, la France est en faillite, il va falloir faire des efforts, il va faire des efforts très, très compliqués. Il n'est pas comme Nicolas Sarkozy à dire on va baisser les impôts, parce qu'il dit que dans un premier temps, on va faire des économies. Donc il a fait une promesse. On augmentera la TVA de 2 points pour tout le monde. Et bien sûr, mais... donc il va un peu plus loin que Juppé, mais ça s'appelle pas de l'ultra-libéralisme. Pardon, il n'est pas pour la dérégulation de tout en France. Il est pour une présence de l'État, y compris dans la sécurité. S'il veut plus de sécurité, il veut plus
de gendarmes, plus de policiers, donc plus de fonctionnaires dans ce niveau. Donc faut arrêter de caricaturer en disant il veut aider les riches, taper sur les pauvres, empêcher les emplois, tuer les fonctionnaires. Arrêtons et essayons de parler de façon cohérente. De 500 000 fonctionnaires en moins, c'est quelque chose. 2 points de TVA en plus, c'est quelque chose. Suppression de l'ISF, c'est quelque chose. Non mais ça dit quelque chose. Il a le droit de le faire. Il supprime pas 500 000 du jour au lendemain. Vous savez très bien que ça se fait par étapes. D'accord, mais il va quand même supprimer 500 000. Il a prévu d'en supprimer 500 000 pour faire des économies. Parce que beaucoup de gens sont sceptiques. Nicolas Domenech. Non mais Jean-Christophe Bisson, je comprends que l'enthousiasme de ce vote massif pour François Fillon vous transporte, mais quand même, c'est François Fillon lui-même qui a parlé de choc libéral. Je veux dire, c'est libéral, c'est pour ça que je oui, non, mais ce choc libéral, je veux dire, c'est quand même important. Oui, c'est un choc. C'est quand même important, et ça veut dire que quand même 500 000 emplois dans la fonction publique, au moment même où on réclame plus de protection, plus de sécurité, ou plus de policiers, plus de juges, plus d'infirmières, plus de professeurs. Où vous allez les prendre? Je veux dire, soit c'est une folie, soit c'est du baratin, soit nous aurons dans un an la France à feu et à sang, je veux dire, les uns contre les autres. Donc on bouge pas, on reste comme on est aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça, je suis son choc libéral. Faire travailler 39 heures les gens en les payant 35, excusez-moi, j'appelle pas ça un progrès social. Il y aura des négociations. Hein, il y aura des négociations. Bah oui. Quelles elles seront? Je veux dire, il a dit on pourrait les faire travailler aussi chez 48 heures. Les 2 points de TVA, pardon, mais je veux dire, ça ponctionne les petites gens, c'est pas les grands. Je veux dire, il y en a uniquement. C'est les produits de grande consommation. Uniquement, pardon, pour les chefs d'entreprise. Alors peut-être qu'il en faut. Il n'y a pas. D'ailleurs, François Hollande l'a dit. Peut-être, sûrement, il faut créer des emplois. L'a dit, mais pour éviter qu'il y ait 6 millions de chômeurs, il faut créer des emplois. C'est une recette qui a été 100 fois utilisée. La baisse. On n'a pas arrêté de baisser leurs charges. Non, je plaisante pas du tout. Je veux dire, c'est ce qu'a fait François Hollande aussi. Attendez, je veux dire, c'est un mouvement qui est enclenché, ça n'a créé aucun emploi. J'attends toujours le chef des patrons avec son badge, 1 million d'emplois vont être créés. On en attend vraiment le 100e. Jean-Luc, avant de parler des aspects société. Je ne sais pas si c'est libéralisme ou ultralibéralisme, mais en politique, on peut regarder, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec la longue liste qui a été faite des attaques promises en disant c'est un signe d'égalité entre les deux. Il y a des questions de dosage en politique. C'est un problème de curseur. Il y a des questions de dosage, mais c'est pas rien. Dans la vie des gens, qu'on soit pour ou contre, c'est pas la même chose. 200 000 fonctionnaires en moins ou 500 000. Je suis pas en train de dire d'ailleurs que c'est mieux dans un sens ou dans l'autre. Je dis c'est juste pas la même politique. Il y a sur beaucoup de choses des éléments, parce que sinon, sur beaucoup de choses, effectivement, on retrouve. Mais ils vont tous dans la même direction, Jean-Luc, c'est ça que je veux vous dire. Mais la question, c'est combien de mètres ils font dans cette direction-là, c'est tout. Ça dépend comment c'est fait. À gauche, à part Mélenchon, tout le monde va dans la même disposition aussi. La réduction massive des coûts, des prix, les avantages aux entreprises, c'est la politique qu'a menée Hollande pendant 4 ans. C'est la politique que défend Valls, c'est la politique qu'a menée le Parti socialiste. Donc arrêtons. Et en le faisant reculant. La différence entre, pour moi, la différence. En le faisant jamais. Et je termine là-dessus. La différence entre Juppé et Fillon. Juppé, c'est un espèce de mix entre Schröder et Merkel et comment dire, et Fillon, c'est Margaret Thatcher. Allez, on va parler et ce soir avec Jean-Luc Manot, Jean-Christophe Buisson, Nicolas Domenech et Philippe Besson, la différence entre l'un et l'autre sur les questions de société. Jean-Luc Manot, est-ce que la société vue par François Fillon vous inquiète? Bon, j'en ai vu assez pour pas être trop inquiet, mais elle me réjouit pas. Oui, c'est vrai que je crois qu'il y a sur les questions, sur les valeurs auxquelles moi je crois, qui sont des valeurs de liberté individuelle essentiellement, de liberté de choix. Je crois que c'est une volonté de régression par rapport au progrès, par rapport aux conquêtes qui ont été réalisées, et surtout. Et sur quoi, par exemple? Je crois je crois par exemple que dire que dans l'avenir, il faut réouvrir le débat sur la loi Taubira, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est un débat qui est derrière nous. Je pense que la société a tranché, que personne n'est trop troublé de ça, que ça vit, qu'il n'y a pas dérangé les choses, et qu'il y a même des gens qui vivent mieux et qui sont plus heureux avec ce que leur a offert cette loi. Je pense par exemple. Je pense par exemple qu'être un candidat qui est soutenu par Sens commun, qui est quand même une officine à la droite de la droite et flirtant avec les thèses d'extrême droite, ça me réjouit pas. Voilà. Ça sera le sujet de la semaine. À la réécriture de la loi Taubira, vous avez raison. Donc ça sera le sujet de la semaine. Donc autant je veux pas dire attention, danger. Ça va être terrible, etc. Je ne dis pas ça. Alors admettons, après, on en parlera, mais à part ça, dans le projet de société de François Fillon, qu'est-ce qui vous fait peur? Non, mais c'est déjà
pas mal, c'est déjà assez significatif. Non, parce que si on en parle précisément, il dit de réécrire pour garantir sur la filiation. Il dit pas qu'il faut supprimer le mariage homosexuel. C'est déjà ça. Je suis pas pour la réécrire. Donc, je réponds à la question qui m'a été posée. Est-ce que je suis inquiet? Et ça vous inquiète? Est-ce que je viens de dire que je n'étais pas inquiet. Je viens de dire que je suis opposé. Non, il y a bien quelque chose qui reste. On va parler que de ça. Donc, sur le projet de société de François Fillon, il y a ça qui vous gêne un peu, et sur le reste? Non, mais Jean-Christophe Buisson, si c'est que ça, ça va bien au-delà. Vous voyez bien qu'avec François Fillon, c'est enfin la revanche que une droite conservatrice et catholique, d'ailleurs, en partie rêvait de prendre contre l'esprit de 68 et ses prétendus ravages qui se sont exercés, y compris sur Nicolas Sarkozy, dont il ne supportait pas au fond le libéralisme et l'exhibitionnisme hérité selon eux de mai 68, et au fond qui voit dans Juppé, dans son identité heureuse même, dans son ouverture, la poursuite de cet esprit 68A. Là-dessus, justement, pour compléter, mais à l'instant, Alain Juppé dénonce la vision extrêmement traditionnaliste, c'est le mot qu'il emploie, de Fillon sur la société. Traditionnaliste. Non, mais ce sont ces forces qui sont à l'œuvre dans cette bataille politique qui est en train de se jouer. C'est pas seulement un point qui est important, à mon avis, parce que c'est l'adoption des homosexuels qui veulent remettre en cause. Hein, c'est très clair, je veux dire, dans cette histoire. Mais quand il est soutenu, effectivement, par Sens commun et par tout ce qui est héritier de la manif pour tous, je veux dire, c'est comme toute proportion gardée, hein, comme aux États-Unis, quand les forces anti-avortement prennent le pouvoir, certains postes. Mais symbolique. Vous êtes quand même obsédé sur cette affaire de mariage pour tous, parce que je vous demande, donnez-moi d'autres points qui vous chagrinent dans le projet de société, à part de dire qu'il est conservateur, traditionnaliste, catholique, qui va à la messe le dimanche, c'est pas comme Juppé pour par exemple, je vais vous dire. Dites-moi concrètement. Vous essayez, si vous parce voulez que vous vraiment, êtes en train de faire des films et des espèce fantasmes. d'invitation de Buisson, le nôtre, à comment dire, à critiquer Fillon. Il faut pas nous tenter trop quand même. Voilà. Moi, par exemple, je n'ai pas envie de voter pour un ami de Poutine. Non, mais moi, je n'ai pas des envie. Choses concrètes. Moi, je vous dis, je n'ai pas envie. Sur le sujet, on parlait d'un projet de société. Là, vous êtes passé à l'international. Bah oui, je passe à l'international. D'abord, c'est pas un ami de Poutine. Simplement, il considère que Poutine est un interlocuteur. Quand on vous dit, ça vous choque pas les bombardements à Alep. Mais voyez, vous déviez. Laissez-moi. Non, je dévie pas du tout. Mais si. Quand on vous dit, est-ce que ça vous dérange les bombardements à Alep, il dit, je sais pas si ça existe, j'y suis pas. Et ben, c'est pas qu'une question de politique étrangère. C'est une question de morale, donc c'est une question de société. De la manière dont la France existe dans le monde, c'est une question de société. J'attends toujours qu'on me dise le projet de société de Fillon. Philippe Besson, après on passera à Nicolas Sarkozy. Moi surtout, ce qui me gêne au fond dans le projet de Fillon, c'est la philosophie qui le sous-tend. C'est-à-dire, non mais encore une fois, il a le droit. Depuis 10 minutes. Il a le droit d'être conservateur. Il a le droit d'être traditionnaliste, de vouloir effectivement préserver un modèle familial. Il a ce droit et je ne lui dénie pas ce droit. Son projet, en quoi... Oui, mais Jean-Christophe, je vais essayer de le faire. Si vous me laissez parler, je vais vraiment le faire. Hein. Il faut qu'on avance. Et donc, moi, il se trouve que je pense qu'effectivement, le modèle familial, il a évolué depuis les années 50. Qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez des gens qui vivent hors mariage. Vous avez des familles monoparentales. Dans l'univers mental de François Fillon, elle n'existe pas. Alors, je vais vous dire oui, pour une raison simple. C'est que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous allons augmenter les allocations familiales pour les couples mariés. Ça veut donc dire que si vous êtes un couple pas marié, vous avez le droit de pas vous marier. Si vous êtes un couple qui choisit de ne pas avoir d'enfants, eh bien, vous n'existez pas dans le viseur de François Fillon. Ça, c'est concret. À partir de ce moment-là, vous n'existez pas. Si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas d'enfants, ou si vous avez décidé de ne pas vous marier parce que c'est comme ça, eh bien, vous n'existez pas dans le viseur. C'est un problème, parce que la société, elle ressemble à ça aujourd'hui. Moi, ce qui me gêne chez François Fillon, c'est qu'il regarde une société des années 50. C'est tout. Ça me gêne pas, je trouvais même choquant que ce soit pas le cas avant, mais c'est un problème de point de vue. Mais s'il y a que ça qui vous choque entre donner des allocations familiales aux familles mariées, c'est une façon de regarder le monde. Je trouve pas que c'est un projet de société qui puisse vraiment vous heurter à ce point-là. Dans un instant, on parle de Nicolas Sarkozy, si vous voulez bien. Donc, au revoir président Buisson, donc ancien président de la République. Ancien donc président, ancien tout, on peut dire ça comme ça rapidement, qui espérait donc y revenir et finalement qui reste chez lui. Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux de Nicolas Sarkozy, Benoît? Un autre Français dans l'espace, et pour 2 € seulement, applaudit Diem. Un coup de pied à chaque fesse, 2012-2016, cette fois-ci c'est vraiment fini, lance Christian, mais Flo doute. Moi, Sarko, à chaque fois qu'il perd, il annonce qu'il arrête définitivement, on dirait moi quand je prends une cuite. Zeno y croit cette fois, pourtant en écoutant son discours, il a presque l'air soulagé, dit-elle, qu'on l'aime ou pas.
Nicolas. Sarkozy reste un politique hors du commun. Le voir sortir la queue entre les jambes d'une simple primaire, c'est quand même incroyable, écrit Mortez. La vraie est même dégoûtée. Encore 6 mois de campagne et déjà plus de Sarko. C'est comme si Voldemort mourait dans Harry Potter 1. Les fans de Sarko sont éplorés. C'est à vous briser le cœur. Merci Nicolas. Ne regarde pas en arrière. Si Cendrillon était revenu ramasser sa chaussure, elle serait jamais devenue princesse, écrit Nat. Sans toi, la vie n'a pas de sens, lance Brice. Brigitte crie son dégoût. Elle annonce rendre sa carte des Républicains. D'autres la découpent, postent les photos. Sarkozy, c'est fini. Mais le sarkozysme, c'est moins sûr, les rassure Michel pour finir. Jean-Christophe Ophé-Carreau, vous êtes en deuil? Ah non, pas du tout. Ah non, je sais pas, je vous pose la question. Non, ils ont débouché le champagne. Pas du tout. Non, mais moi je pense que Nicolas Sarkozy avait d'une certaine manière anticipé sa défaite. Je pense que ça s'est vu notamment au débat, son côté serein et détendu, parce qu'il, depuis plusieurs jours, il considère que la vie est peut-être ailleurs aussi. Ah oui, la vie n'est pas forcément dans la vie politique. Il a pris beaucoup de coups. Voilà mon petit doigt qui me dit ça. D'accord. C'est dommage qu'il n'ait pas pensé il y a 2 heures. Et que c'est pour ça sa rapidité à soutenir Fillon, son côté très digne, très classieux de le faire. Et il reviendra pas. Il est revenu la dernière fois parce qu'il a échoué de peu. Il s'est dit quand même, c'est pas passé loin. Là, être éliminé dès le premier tour avec un tel écart par quelqu'un pour qui il n'avait pas une grande estime, une grande passion, il se dit d'accord, j'ai perdu, on veut plus de moi. L'anti-sarkozysme est beaucoup plus important à ce qu'il ne croyait. Il en prend acte et il sait que la vie peut être aussi ailleurs que dans la vie politique à qui il a donné 40 ans de son existence. Comme souvent, avec Sarkozy, le dernier discours est le meilleur de toute la campagne. Il a été ce qu'a dit Alain Duhamel d'ailleurs. Beau discours, c'est vrai. Premièrement, deuxièmement, il faut pas, j'essaie d'être mesuré parce que Nicolas Sarkozy, il nous a tous à un moment donné intéressés, fascinés. C'était une bête politique et donc il faut pas oublier qu'on l'a regardé de manière interloquée et sur la manière de faire de la politique intéressée. Je crois que il s'est trompé de campagne. Je crois qu'il n'a pas vu où était le curseur de la droite française. Il a fait une campagne à la droite de la droite, aux lisières de l'extrême droite. Il a franchi des lignes jaunes et que l'opinion concernée ne lui a pas pardonné. Et la troisième chose, techniquement... Vous croyez vraiment s'il avait fait une autre campagne, l'anti-sarkozysme, finalement, il n'aurait pas prévalu? Non, après, je pense qu'il y a l'anti-sarkozysme, puis il n'y a pas que l'anti-sarkozysme. Il y a le côté, on l'a déjà dit, quoi. Il y a le fait... Moi, je pense que Sarkozy est pas pleinement responsable de sa défaite, mais je pense que Hollande est responsable de la défaite de Sarkozy. Comme Sarkozy tire Hollande vers le bas, c'est que ce casting-là, les gens n'en veulent pas. Et en plus, en France, quand on bat un président, on décapite un roi. Je veux dire une dernière toute petite chose, c'est que techniquement, il y a un problème avec Nicolas Sarkozy. C'est que ça fait 10 ans qu'il fait la même chose. Ça fait 10 ans qu'il a la même stratégie. Si je voulais être désagréable, et c'est pas ma volonté, je dirais, en politique, c'est Hervé Villard. C'est l'homme d'un tube toujours répété. En politique, il faut savoir de temps en temps faire un album complet. Écoutez, moi, j'ai été très, très, très heureux de l'élimination de Nicolas Sarkozy, je ne m'en cache pas. J'étais enchanté qu'il perde cette élection. Dans 6 mois, vous le regrettez. Je vais même plus loin, parce que j'ai comme ça de mauvais côtés. J'étais heureux que ce soit une humiliation. C'est-à-dire que... Carrément. Oui, vraiment. C'est-à-dire que le fait qu'il ait été battu par le peuple de droite, c'est pire encore que d'être battu par le peuple français. C'est son propre peuple, ses propres électeurs qui, à 80%, lui ont dit « on ne veut pas de toi ». Je trouve que c'était jouissif, jubilatoire, vraiment. Parce que moi, je pense qu'il a endommagé la France. Je déteste tout ce qu'il incarne. Je déteste cette espèce d'arrogance qui consiste à dire je suis le meilleur et tous les autres sont nuls. Je déteste absolument cette espèce de prétention à penser qu'il incarne le peuple contre les élites. Et ben, le peuple a parlé, l'a renvoyé aux poubelles de l'histoire. Je déteste faut pas aussi. exagérer, pas aux poubelles de l'histoire. Excusez-moi. Et je déteste surtout. En fait, quand je vous entends, on s'aperçoit que vous aimiez le détester. Je déteste ce flirt qu'il a conduit depuis effectivement 10 ans avec la droite extrême et cette vulgarité de la double ration de frites. Quelqu'un qui a réduit le Front National à 10%. Je fais partie aussi de ces journalistes politiques qui ont été passionnés par Nicolas Sarkozy. Vous en avez même fait un livre. J'en ai fait un livre, même plusieurs, après, pour raconter tout ça, parce que au fond, il avait une intelligence politique, une rapidité, une passion lui aussi pour la politique, qui trouvait des échos chez nous. Mais ce qui me fascine depuis sa défaite de 2012, c'est comment il peut être aveugle
à ce point sur le rejet qu'il frappe et qui n'a cessé d'augmenter. Plus il s'est... Il a un point commun avec Hollande, d'ailleurs. Il a une cour qui... c'est pas seulement ça. Je crois qu'il y a quelque chose de plus profond. Certes, disons, notamment ceux qui ont acheté le livre massivement. Bien sûr. Voilà, c'est du monde quand même, mais pas assez. Mais il y a encore 3 jours, il me passait une algarade, enfin une dispute très violente, parce que je ne comprenais rien, disait-il, au peuple en colère, qui se retrouverait pour lui et qui le voterait massivement en sa faveur. Je pense que, au fond, peut-être que pour un homme politique, il est impossible humainement de voir ce rejet quand il a cette ampleur-là, parce qu'au fond, ils veulent être aimés, et Nicolas Sarkozy tout particulièrement. Et vous pensez, pour terminer, que pour le coup, il ne reviendra pas ? Ah si, moi je pense qu'il peut très bien revenir, parce que, encore une fois, il s'améliore à chaque discours d'adieu, donc le 3e sera sublimissime, le second était merveilleux. Allez, vous voulez dire un mot? Le mot poète de l'histoire est vraiment trop fort, Philippe Besson, pardon, parce qu'il a quand même été président de la République, il a dirigé la France, il a sauvé d'une crise économique. On peut pas, de même que François Hollande n'ira pas au poêle de l'histoire, on peut pas dire que Nicolas Sarkozy ira dans les poubelles de l'histoire. Je l'assume, pourtant, l'expression. Ça m'étonnerait pas du contraire. Enfin, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. À cette heure-là, je vais me coucher. Merci à tous les quatre. 9h18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde spécial primaire donc de la droite et du centre ce soir avec l'écrivain Philippe Besson. Bonsoir. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Avec le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Avec le directeur adjoint du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe Buisson. Bonsoir. Et Nicolas Domenac. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Matin, midi, soir, vous dormez ici. Un finish digne des plus belles remontées des 24 heures du Mans que le pilote amateur affectionne particulièrement, donné il y a 15 jours autour de 10% à 30% samedi matin. François Fillon frôle donc l'élection dès le premier tour, 44,2% des voix. Depuis hier, Droupi ou Mister Nobody, selon les surnoms, enregistre des soutiens de toutes parts, ou le principal collaborateur. Il est donné favori pour défendre les couleurs de la droite en 2017. Alors, cette chevauchée fantastique de François Fillon vous surprend-elle? C'est la revanche donc du collaborateur. On commence par ça sur les réseaux sociaux. Benoît Gadret, bonsoir. Bonsoir. Après le Brexit et Trump, Fillon, mais c'est l'année Kinder Surprise, s'écrit Rosa. Un remake du CAF se rebiffe pour Dimitri, Poulidor maillot jaune. Un basculement que certains sondeurs avaient commencé à effleurer sans pourtant en augurer l'ampleur qu'ont cette challenge. Moi, je pensais pas que Fillon il allait autant s'affirmer après le traumatisme que Sarko lui a fait subir, mort de rire, Rick Sema. C'est surtout une revanche sur Copé, qui lui avait volé le parti, estime Daniel. Moi, c'est la revanche des vieux de province, la France des retraités peureux, centrés sur leur famille, accrochés à leur patrimoine, tacluet. Même les Britanniques de The Independent tweetent leur étonnement. Ils pensaient que l'opinion tenait majoritairement l'ancien Premier ministre pour politiquement has-been. Eh bien non, rétorque Hélène, cette grande surprise rétablit la rencontre entre un homme et un peuple, la primaire opérant comme une révélation manifeste. Il semble qu'à gauche comme à droite, pour les primaires, les gens aiment ceux qui partent de loin, remarque Sébastien. Martin n'est pas d'accord avec cette image de Mister Nobody et il voit plutôt une fausse vierge qui a validé toutes les turpitudes de Sarkozy sans broncher et doit tout à l'amnésie des électeurs et fait enfin rappel que rien n'est fait pour dimanche prochain. Ceux qui vont enfin lire son programme vont être choqués sur le plan sociétal. La revanche n'est pas acquise si les fameuses voix de gauche se portent sur Juppé. Alors le programme, on en parle dans un instant, évidemment, programme conservateur, ultralibéral. Jean-Luc Manot, est-ce que vous pensez que c'est joué pour dimanche? C'est même pas la peine d'aller se déplacer? Bon, je vais prendre une assurance quand même, comme dans certains jeux de cartes, parce que on a tellement dit, on a tellement commenté des choses qui paraissaient assurées et qui à l'arrivée ne se sont pas réalisées, qu'il faut être prudent en disant que c'est effectivement, il y a une logique dans un deuxième tour de nouvelle élection. Maintenant, sur le papier, c'est extrêmement difficile. On a rarement vu un candidat ayant dépassé les 43, 44% être battu. La seule référence, j'hésite à la donner, elle est un peu désobligeante pour François Fillon, c'est Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen lors des régionales, qui ont réussi à réorganiser un mouvement contre elle suffisant pour les battre. Bon, il n'y a pas d'exemple vraiment où ça se situe, donc a priori sur le papier... Il est assuré, ou quasi, quoi. Il a gagné, mais prenons l'habitude, à ce micro, comme dans beaucoup d'autres, d'avoir un minimum d'humilité, parce qu'on s'est, les uns et les autres, pas mal trompés, en tout cas, dans certaines proportions. Mais vous croyez pas, puisqu'il y a quand même quelque chose qui semble net, c'est que les électeurs semblent vouloir faire démentir les prévisions. Maintenant qu'il est donné gagnant, les électeurs, juste pour dire c'est nous qui décidons, inverse les choses, non? Je suis pas sûr que ce soit un jeu aussi il y a un peu de ça. Aussi drôle.
Non, je crois peut-être pas. pas drôle, mais non, je crois pas qu'il y ait des jeux tactiques. Il n'y a pas des jeux tactiques de cette nature, et surtout au deuxième tour quand il vous reste plus que 2 candidats. Mais non, voilà, moi pour le coup, je vais pas prendre d'assurance ou pas prendre de joker, et peut-être me montrer pas humble, mais pour moi c'est plié de chez plié, et c'est dans les grandes largeurs en plus. C'est-à-dire que il fait 44%. Je vous rappelle que comment Hollande en 2011, dans la primaire de gauche, avait fait 39 au premier tour. Il a fini avec 56 au deuxième, là il part déjà à 44 et il a le ralliement d'à peu près tout le monde, et en tout cas du poids lourd du troisième homme qui pèse quand même 20% des suffrages. Donc on voit mal la dynamique, plus les ralliements, plus de là où il part, comment la victoire lui échapperait. J'ajoute que vraisemblablement Alain Juppé au premier tour a bénéficié d'une part importante d'électeurs de gauche, puisqu'on dit que 600 à 650 000 électeurs de gauche sont allés voter et qu'ils ont voté très majoritairement pour lui. Je ne pense pas que ces électeurs de gauche se déplaceront autant en masse, c'est le moins qu'on puisse dire, au deuxième tour. Donc en plus, mécaniquement, lui va perdre des électeurs. D'ailleurs, il y aura sans doute beaucoup moins d'électeurs au deuxième tour qu'au premier. Donc la somme de tout ça fait que je pense qu'on peut s'attendre à une déferlante Fillon dimanche prochain, oui. Oui, il y a une mécanique mathématique indubitable. Il ne faut pas oublier aussi que Nicolas Sarkozy, qui pèse quelques 800 000 voix ou 800 000, a appelé à voter pour Fillon, et qu'il y aura au moins la moitié de ces gens-là qui voteront. Il y en aura peut-être 1 ou 2% qui voteront Juppé. Donc mécaniquement, mathématiquement, c'est fait. Mais en plus, politiquement, parce que pourquoi Fillon est à ce score-là? C'est parce que Fillon, le programme de Fillon, les idées de Fillon, le tempérament de Fillon, la personnalité de Fillon est en adhésion avec ce que sont les électeurs d'une primaire de la droite et du centre. Oui. C'est là où Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se sont trompés. Alain Sarkozy, il a fait une campagne de premier tour de présidentielle. Nicolas Sarkozy, pardon. Il a fait une campagne de premier tour d'élection présidentielle en allant au peuple, en pensant avoir lu dans Patrick Buisson qu'il fallait aller au peuple pour gagner les électeurs de droite. Oui, parce que ces électeurs de droite sont beaucoup partis au Front National, mais ça c'est pour le premier tour de la présidentielle. Quant à Alain Juppé, il a fait une campagne de second tour de présidentielle de rassemblement. Fillon, il a fait un calcul simple, il a dit le peuple de droite c'est majoritairement petite, moyenne, grande bourgeoisie de province. Donc il a fait un programme et une campagne qui correspond à cet électorat-là qu'on ne connaissait pas puisqu'il n'avait jamais eu de primaire. Il a fait ce pari-là. Je vous rappelle que c'est lui qui voulait cette primaire en échange de céder la présidence de l'UMP des Républicains à Copé. Il a dit d'accord, mais on fait une primaire. Donc ça, il a mûri depuis 3 ans. Donc sa victoire a une certaine logique de ce point de vue-là. Ça veut dire que, Nicolas Damenac, le débat de jeudi, d'entre-deux tours, Juppé, Fillon, il faut rien en attendre? Si, d'abord parce que les combats les plus désespérés sont les plus beaux, comme chacun sait. Ouais, c'est vrai. Enfin, ensuite... Ça, c'est un homme de gauche qui dit ça. Ensuite, parce que... Qui s'y connaît en combat désespéré? Actuellement, demain peut-être. Ensuite, parce qu'on a connu un Juppé dans la verticalité immobile, et au fond, qui était une surface de projection de la relève de la fonction présidentielle qu'on attendait. Il a été débordé par, au fond, un homme tranquille qui avait, lui, une verticalité en mouvement ralenti. Donc il l'a pas vu passer, mais si Alain Juppé se mettait en mouvement, tout peut arriver. Je veux dire, ça aussi. Et si non, mais ça sera peut-être un beau voilà, ça pour finir un beau mouvement. Oui, mais alors là où j'ai un point de désaccord avec ce qui vient d'être dit, c'est que je ne suis pas sûr que François Fillon soit au point d'équilibre de la droite. On n'a pas regardé de presse qui proposait encore. Tout glissait sur lui. Je veux dire, rien n'était. Je crois pas du tout qu'il a été élu au premier tour aussi massivement en raison de son programme. Ah, si, moi, je pense que si. Absolument, parce que alors, si vous voulez bien, on va en parler du programme. Si vous voulez bien terminer. Si on regarde bien les enquêtes qui avaient été faites avant ce vote sur les propositions de la droite, elles n'étaient absolument pas soutenues par l'électorat de droite, notamment économique, mais aussi sociétal. Donc, quand on va accrocher le débat, je veux dire, François Fillon ne sera plus ce personnage lisse sur lequel rien ne prenait. C'est vrai qu'il y avait un côté lisse, indiscutablement. Mais je crois qu'il y a des moments où je suis pas complètement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Il y a des moments où la sociologie rencontre la politique. Et ce résultat, c'est la sociologie de la droite française. Absolument. Elle nous apprend deux choses. La première, qui est plutôt de mon point de vue assez rassurante, c'est qu'elle est beaucoup plus conservatrice qu'elle n'est populiste. Et que donc la tentative populiste de Nicolas Sarkozy a échoué, pas seulement pour ça, mais aussi parce qu'il était dans une démarche populiste, et que c'est pas la même chose que le conservatisme. Et que la deuxième raison, que de mon point de vue moins souriante, mais que d'autres peuvent approuver, c'est que la droite
dite de province, je dis ça sans mépris, sans le mépris qu'accompagne d'habitude ça, mais en sociologie, la droite province, la droite des Lodennes, la droite qui va à la messe, la droite du triple collier de perles, eh bien... Là, le mépris affleure un peu. Non, il n'y a pas de mépris, il y a juste que c'est pas... La province, c'est Loden et... Non, j'ai pas dit ça. Non, je viens de les mettre avec des virgules, ça existe. Et comme vous êtes assez bon en littérature, de savoir que ça ne veut pas, c'est une égalité. Je dis qu'il y a une droite, effectivement,